King Kong. Aucune présentation ne semble s'imposer. Toute une imagerie hante déjà notre esprit. La jeune Anne Darrow, pétrifiée de terreur, face à l'animal gigantesque qui se tient devant elle. La sensation de danger permanent pour nos personnages. L'affrontement dantesque entre Kong et un tyrannosaure. Et bien évidemment, le dernier acte, se déroulant au sommet de l'Empire State Building, où Kong est voué à une funeste destinée. Mais connaissez-vous l'homme derrière la caméra qui a pu rendre tout cela aussi vivant? Je ne parle pas des deux réalisateurs, bien que Marianne C. Cooper aura son rôle à jouer. Non, j'évoque bel et bien Willis O'Brien, l'un des pionniers des effets spéciaux au cinéma, avec l'animation image par image. Débutant sa carrière en réalisant divers courts-métrages mettant en scène dinosaures et autres créatures préhistoriques, O'Brien finit par attirer l'attention avec The Ghost of Slumber Mountain, le tout premier film faisant interagir acteurs réels et animaux en stop-motion. Et malgré la fourberie de son producteur pour s'accaparer tout le mérite de cette fiction, les travaux avant-gardistes d'O'Brien le parachutent à la supervision des effets spéciaux de The Lost World, la célèbre adaptation muette du roman de Sir Arthur Conan Doyle, sorti en 1925. C'est là qu'O'Brien a pu mettre pleinement la main à la pâte, sa technique se perfectionnant au fur et à mesure que le tournage avançait. Cette fois-ci, il était possible d'observer avec stupeur les comédiens et les monstres interagir sur un seul et même plan, renforçant ainsi l'immersion de l'histoire projetée à l'écran. À sa sortie, le public et les critiques sont unanimes. Ces animaux disparus que sont les dinosaures ont été ramenés à la vie. Et oui, à l'époque, déjà. Le réalisateur s'attaque ensuite à l'un de ses films inachevés, Création, un long métrage produit par la RKO, et mettant en scène un groupe d'explorateurs faisant la découverte d'une île grouillant de créatures préhistoriques. C'est avec acharnement qu'O'Brien travaille sur ce projet, obtenant même une vingtaine de minutes de métrage. Mais il se voit alors stoppé dans ses ambitions. Prenant trop de temps et d'argent aux yeux de la production, le scénario est en plus de cela jugé comme ennuyeux. Marianne C. Cooper décide de simplement annuler le film, et d'appliquer une refonte des idées d'O'Brien, en embauchant ce dernier afin de créer ensemble ce monument qu'allait être King Kong. Kong, the eighth wonder of the world! Le film fait sa grande première à New York, et écrase tout sur son passage. Une réussite qui donnera pleinement confiance à la RKO, pour mettre rapidement en chantier une suite. Trop rapidement même. Le budget est drastiquement réduit, et les ambitions revues à la baisse. Visant un public plus jeune, le scénariste déclarera lui-même qu'il était de toute façon impossible de faire mieux que le film précédent. Et c'est dans ce contexte que Son of Kong voit le jour, 9 mois seulement après le premier-né. Et c'est sans surprise aucune que cette suite va tomber dans l'oubli. Willis O'Brien poursuivra sa collaboration avec Marianne C. Cooper sur quelques films. War Eagles devait signer leur grand retour. Un projet qui se voulait bien plus audacieux que King Kong. Une fiction qui aurait figé sur pellicule l'histoire d'un aviateur découvrant au cœur de l'Arctique un groupe de guerriers vikings ayant pour monture des aigles géants et combattant, vous l'aurez deviné, des monstres préhistoriques. Mais également durant son climax, un escadron nazi au-dessus de New York. Malheureusement, nous sommes à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et la montée du Troisième Reich, ainsi que la politique d'avant-guerre des studios américains, ne voulant pas perdre un marché potentiellement rentable, empêche les deux cinéastes de concrétiser cette idée. Et ce, malgré une pré-production avancée. L'enrôlement de Cooper dans l'Air Force achèvera d'enterrer le projet.
pour son travail sur Mighty Joe Young, où il aura eu comme apprenti un certain Ray Harryhausen, Willis O'Brien se voit récompensé de l'Oscar des meilleurs effets visuels. Thank you very, very much. Une consécration discrète, doublée d'une certaine amertume, car O'Brien avait déjà eu l'occasion de remporter ce trophée pour son travail sur King Kong. Mais l'artiste avait refusé la statuette, car il estimait que chaque membre de son équipe en méritait également une. Ce geste, aussi noble et intègre soit-il, lui fermera bien des portes. Le O'Brien qui accepte ce prix en 1950 est un homme ayant conscience qu'il s'agit de l'ultime reconnaissance qu'Hollywood voudra bien lui accorder de son vivant. À la veille des années 60, O'Brien travaillait sur une nouvelle version du Monde Perdu. Le superviseur des effets spéciaux n'eut aucune occasion d'exprimer son art. En effet, il ne se retrouve au final que consultant sur le projet. Au lieu de la stop motion, la production préfère grimer des iguanes et des crocodiles en dinosaures. Question d'économie. Replongeant dans un univers qui lui était familier, il décide de contacter son collaborateur d'antan. Yeah? Hello? Marian, it's your old friend Willis. O'Brien, how are you? Fine, I'm fine. Listen, I'm calling you today because I'm nostalgic about our success in 1933. Oh, you have something in mind. Absolutely. I want to get back into that world. This melancholy gave me the inspiration for the state of mind of our dear Carl Denham. We will find him growing old and eager to recapture his past glory. A little meta aspect. Go on. I can well imagine Denham, for example, going to conquer the Himalayas because he would have heard rumors about a Yeti version of Kong. It's just an idea, of course, but I hope to convince RKO to finance all this. Oh, my poor O'Brien, you don't know what you're getting into. I myself in the past have wanted to produce I don't know how many King Kong films. For example, in the mid-40s, I had imagined a story where the gorilla met Tarzan. But then, for copyright reasons, I had to give all that up. Really? But you're the monster father, isn't it? That's really curious. RKO made it clear to me that our creation belonged to them. I don't know what's keeping me from suing them, this motherfucker son of a... Sorry. In any case, I wish you much courage with them. Thanks. I have to leave. Of course, I keep you updated on the progress of this project. Bye. Cette conversation fit naître en O'Brien un autre concept, bien plus précis et ambitieux. Un combat dantesque, opposant Kong à la créature de Frankenstein. L'envie d'exploiter ce monstre précis pour faire face aux gorilles trouve sûrement son origine dans l'adaptation du roman de Mary Shelley, non concrétisé, qu'il a rêvé de mettre en scène en 1928. Inspiré par cette idée saugrenue, O'Brien rédigera alors un script de 9 pages. Dans un laboratoire secret au cœur de la jungle africaine, le petit-fils du docteur Frankenstein poursuit les travaux de son ancêtre. Il donne ainsi vie à un monstre humanoïde géant. L'arrogance du savant fou le pousse à exposer sa créature aux yeux du monde. L'autre protagoniste de ce récit, Carl Denham, voit une opportunité unique à saisir lorsqu'il entend parler de la création de Frankenstein. L'homme retourne sur Skull Island et capture un nouveau Kong, qui dans cette suite a survécu à sa chute de l'Empire State Building. Une fois les deux monstres réunis, une guerre d'ego va alors pousser les deux hommes à organiser ce que Denham qualifie comme étant l'événement du siècle. Un immense spectacle grand public, dans un stade de San Francisco, où l'apothéose serait un combat opposant les temps anciens et les temps modernes. Les choses vont bien évidemment tourner au fiasco. À la suite d'un accident de funambule impliquant le monstre et une jeune acrobate ressemblant à Anne Darrow, Kong devient complètement fou, brise ses liens et s'attaque à la créature. La bataille fait rage et s'étend jusque dans la ville, faisant beaucoup de victimes, dont le docteur Frankenstein, tué par sa propre création. L'affrontement s'achève alors sur la disparition des deux créatures, plongeant du Golden Gate vers une mort certaine, laissant un Carl Denham seul, pensif, face à ce nouvel échec.
O'Brien se bat alors corps et âme pour que son projet voie le jour, et se montre très clair sur un point qui n'aura aucun compromis. Les effets spéciaux devront impérativement utiliser la stop motion. Malheureusement, les studios qui l'abordent ne veulent pas investir dans un projet aussi coûteux que fantaisiste. La chute ne sera que plus dure pour le réalisateur, car son idée finit par attirer l'attention du producteur John Beck. Dans un premier temps, ce dernier fera croire au vieil homme qu'ils mèneront ce projet à terme ensemble. Mais en réalité, Beck s'accapare totalement le concept d'O'Brien, et avec la plume du scénariste George Morphin Yates, le producteur alterne et peaufine davantage le script, qui voit alors son titre modifié. Il serait facile de s'arrêter à une vision binaire des événements. Le méchant producteur volant l'idée du gentil créatif. Mais sans défendre les agissements de John Beck, loin de là, la réalité des faits est évidemment bien plus complexe. Entre les années 50 et 60, le cinéma bis américain était envahi par un genre bien particulier. Les films de monstres géants. Beck savait pertinemment que l'idée qu'il avait entre les mains allait fondre dans la masse. Une mode qui, ironiquement, avait été lancée par la ressortie de King Kong en 1952 et qui fut suivie par le Monstre des Temps Perdus, une autre des sources d'inspiration du Godzilla d'Ishuranda. Et au début des années 60, le genre du Keijoiga, lui, émergeait à peine. Avec l'approbation de la RKO, John Beck se tournera donc naturellement vers le Japon et vendra l'idée d'O'Brien à la Toho. Cette dernière réécrira une nouvelle fois le script et remplacera le monstre de Frankenstein par Godzilla. King Kong contre Godzilla marque non seulement le retour du monstre atomique après 7 ans d'absence, mais également les 30 ans du studio. Le film est un immense succès au Japon, propulsant véritablement le nom de Godzilla en tant que licence. Un mal pour un bien, si l'on aime relativiser. Eiji Tsuburaya, le superviseur des effets spéciaux du long métrage, était un fervent admirateur des travaux d'O'Brien. Son but, avec l'utilisation du gorille, était avant tout de lui rendre hommage. Willis O'Brien ne sera jamais crédité pour son idée et nous quittera l'année de la sortie du film. Cependant, l'empreinte du réalisateur est bel et bien présente dans le long métrage, par le biais de brefs plans en stop motion ou bien d'éléments de scénario légèrement altérés. Kong has a chance. Electricity makes him stronger. Now watch. Tout cela renvoie au stade embryonnaire du projet, donnant avec ironie un aspect monstre de Frankenstein à l'ensemble. Who were these people of which I am comprised? Good people? Bad people? Materials, nothing more. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Preuve de plus avec Legendary Pictures, qui a construit son propre univers étendu, et qui reprend bien évidemment le concept même de cet affrontement titanesque entre un dieu et un roi. Who bows to who? Kong bows to no one. Dis-moi, est-ce qu'un roi n'est pas le sous-fifre d'un dieu? Et hormis cela, que reste-t-il de l'héritage de ce créateur aussi malchanceux que visionnaire? Du côté de Marianne C. Cooper, cette péripétie impliquant la Toho a été la goutte d'eau qui fit déborder le vase. En parallèle de sa fin de carrière, le réalisateur s'engagera dans une série de procès concernant les droits d'exploitation de Kong, ce qui empêchera au gorille de refaire surface dans une production américaine jusqu'en 1976. Question film, on peut s'imager les réalisations d'Henry Selick ou celles des studios Hardman et Leica qui ont peaufiné et varié ce style d'animation jusqu'à ce qu'illusion et perfection ne soient plus que les deux facettes d'une même pièce. Et comment ne pas évoquer Jurassic Park,
un long métrage qu'on ne présente plus, et qui devait initialement utiliser la GoMotion pour mettre en scène ces dinosaures, mais qui finira par révolutionner lui aussi les possibilités de ce que l'on peut observer sur un écran. Alors qu'est-ce que t'en penses? Que notre métier est fini? Vous voulez dire éteint? Mais surtout, il y a Ray Harryhausen, que l'on a finalement à peine évoqué. L'homme s'est toujours montré très humble vis-à-vis de celui qui lui a tout appris, soulignant l'importance de son travail, essayant tout au long de son propre parcours de faire aboutir des projets qu'O'Brien n'a pu réaliser de son vivant. Certains verront le jour, d'autres resteront simples chimères. Et c'est peut-être ça qu'il faut aujourd'hui retenir de Willis O'Brien, se remémorer qu'à l'origine, il y avait un rêveur qui a su rendre l'impossible possible, qui n'a jamais cessé de créer, malgré les échecs, et qui à son tour fait et continue de faire rêver les nouvelles générations. Je trouve cela inspirant. Pas vous ?